Bonjour, chères apprenantes, chers apprenants. Me voilà de retour, toujours concernant l'unité 3, la communication nerveuse et hormonale, et dans la dernière séquence concernant l'évaluation à propos du deuxième chapitre, la communication nerveuse. Comme vous le savez, dans notre système éducatif et en matière des sciences de la vie et de la terre, l'évaluation surtout sommative ou bien les examens de fin d'année comportent deux grandes parties ou bien deux grands axes, tels que la première partie qui est le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc l'évaluation comporte toujours deux parties. La première partie concerne la restitution des connaissances et la deuxième partie concerne le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. La première partie elle est notée sur 5 points, tandis que la deuxième partie, c'est elle qui est importante, elle est notée sur 15 points. Donc la première partie comporte des questions généralement objectives, c'est-à-dire auxquelles on s'attend à la même réponse chez tous les apprenants. Et par exemple, si on donne ces questions à différents professeurs ou bien enseignants, on doit toujours avoir la même note pour tous les élèves. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle l'égalité des chances pour les apprenants. La deuxième partie, ça concerne le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Généralement, elle est composée au moins de 2 exercices et chaque exercice débute ou bien commence par poser un problème scientifique auquel on cherche la réponse. Pour cela, généralement, on va exploiter un certain nombre de documents, c'est-à-dire la démarche scientifique appliquée généralement, c'est la démarche d'investigation. Et ça commence par poser des hypothèses et on va essayer d'examiner un certain nombre de capacités, d'habilités que vous avez pu acquérir durant votre cursus scolaire. C'est-à-dire que vous allez mobiliser tout ça afin de répondre dans la dernière question au problème posé. C'est-à-dire qu'il est constitué généralement de 2 ou 3 questions dans lesquelles on part progressivement vers la réponse dans la dernière question. Voilà, donc on va commencer par la première partie. Donc on va commencer par un verbe de consigne qui est ici définir ou bien définissez. Donc il s'agit de définir un certain nombre de notions que vous avez vues durant un chapitre donné ou bien pendant une unité de programme donné. Par exemple, ici, définir neurones, synapse, synapse excitatrice, synapse inhibitrice, excitabilité, la conductibilité, excitation efficace, neurotransmetteur, potentiel de repos, potentiel d'action, fibre nerveuse, loi du tout ou rien, loi de recrutement, gain de myéline. Donc c'est un ensemble de notions que vous avez vues durant le chapitre de la communication nerveuse. D'abord, pour le verbe de consigne, définir. Donc définir, c'est préciser le sens d'une notion ou d'un concept en indiquant ses caractères essentiels, ses qualités propres. Donc par exemple, pour le neurone, on va essayer de prendre comme exemple de cette liste, on va prendre neurone. Donc on va préciser le sens de neurone et on va le relier aux différentes parties où il a été visualisé au cours de ce chapitre. Il représente l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Donc ce corps cellulaire ou bien le corps cellulaire de neurone, il présente un prolongement cytoplasmique sous forme d'axone et aussi des ramifications sous forme de dendrites. Et l'axone se termine par une arborisation terminale. Donc je vous laisse le soin de prendre la définition. Donc c'est une cellule nerveuse qui représente l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Elle est composée d'un corps cellulaire
ayant de nombreuses ramifications dendritiques et un axone, c'est-à-dire prolongement cytoplasmique qui se termine par une arborisation terminale. Un deuxième exemple qu'on va prendre de cette liste, c'est l'excitabilité. Donc l'excitabilité, il concerne que ce soit l'axone, la fibre, le nerf, c'est la même chose, c'est-à-dire la propriété d'une cellule nerveuse ou bien une fibre nerveuse ou un nerf de réagir à ou bien de répondre à un stimulateur, c'est-à-dire à une stimulation ou bien excitation, c'est-à-dire un excitateur. Donc ici aussi nous avons un ensemble de définitions: synapse inhibitrice, excitation efficace, potentiel de repos, gain de myéline. Donc vous allez procéder de la même chose pour les définir. Un deuxième type d'examen objectif, c'est le QCM. Qu'est-ce que ça veut dire le QCM? Le QCM, c'est question à choix multiple. Dans ce cas, on va cocher, donc le verbe de consigne ici de cocher, c'est-à-dire la case correspondante à la suggestion correcte. Donc le QCM, il est constitué toujours d'une racine, ça s'appelle la racine de QCM, il est toujours vrai, donc le potentiel d'action déphasique résulte de, et nous avons ici un ensemble de propositions ou bien de suggestions parmi lesquelles on va essayer de choisir ou bien de cocher la proposition vraie. Donc le potentiel d'action déphasique résulte de l'application de deux excitations successives, un flux nerveux, la réception d'une excitation efficace par deux électrodes réceptrices placées à la surface de la fibre nerveuse, la réception d'une excitation efficace par une électrode réceptrice placée à la surface de la fibre nerveuse. Donc, quelle est la réponse juste ou bien la suggestion correcte? C'est la suggestion C, c'est-à-dire la réception d'une excitation efficace par deux électrodes réceptrices placées à la surface de la fibre nerveuse. Deuxième question, la dépolarisation qui aboutit à un potentiel d'action résulte de flux des ions K+ vers le milieu extracellulaire, flux des ions Na+ vers le milieu intracellulaire, flux des ions K+ vers le milieu intracellulaire, flux des ions Na+ vers le milieu extracellulaire. Quelle est la réponse juste? Car ici on a une seule suggestion correcte. Donc c'est le flux des ions Na+ vers le milieu intracellulaire. Troisième proposition, au niveau de la fibre nerveuse, le rôle de la pompe Na+, K+ est de A. Maintenir le potentiel de repos, B. Maintenir le potentiel d'action, C. Transporter passivement les ions Na+ et K+, D. Transporter activement les ions Na+ et K+ selon le gradient de concentration. Donc la réponse juste est de maintenir le potentiel de repos. C'est vrai que c'est un transport actif des ions Na+, K+, comme on a ici, mais qui se fait contre le gradient de concentration et non pas selon le gradient de concentration. On passe à la quatrième suggestion. Le potentiel d'action est le résultat d'une entrée massive de K+ à l'intérieur de la fibre nerveuse. B. Sortie massive de Na+ à l'extérieur de la fibre nerveuse. C. Entrée massive de Na+ à l'intérieur de la fibre nerveuse. Et D. L'entrée massive de Cl- à l'intérieur de la fibre nerveuse. Donc le potentiel d'action, il résulte de quoi? Il résulte d'une entrée massive de Na+ à l'intérieur de la fibre nerveuse. Donc c'est ce qui est vrai. Maintenant, on passe à un autre type
d'examen ou bien de questions d'ordre objectif, c'est de nommer, par exemple, les éléments d'un schéma. Donc ici, j'ai 4 éléments numérotés de 1 à 4, auxquels je vais attribuer le nom qui convient. Donc, donner un nom ou bien nommer, c'est la même chose. Donc, 1 ici, c'est les dendrites. 2, c'est le corps cellulaire. 3, ce sont les ponts de Ranvier, ou bien étranglement bien les nœuds de Ranvier. Et 4, c'est l'arborisation terminale. Donc, un autre type de question objective. Donc, nous avons ici le verbe de consigne, écrire. Donc, écrire devant chaque proposition, soit vrai, soit faux, c'est-à-dire d'une façon alternative. Donc, la première proposition, donc la vitesse de l'influx nerveux varie en fonction du diamètre de la fibre, c'est-à-dire la fibre nerveuse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ok, c'est vrai. B, la rhéobase est la plus grande excitation efficace. Est-ce que la proposition est vraie ou bien elle est fausse? Très bien, elle est fausse. Pourquoi? Parce que la rhéobase est la plus petite excitation qui donne une réponse. La troisième, c'est le potentiel de repos peut être monophasique ou diphasique. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Le potentiel qui peut être monophasique ou bien diphasique, c'est le potentiel d'action et non pas le potentiel de repos. D, dans le cas d'une synapse électrique, la transmission de messages nerveux se fait par l'intermédiaire de neurotransmetteurs. Synapse électrique, neurotransmetteur. Est-ce que la proposition est vraie ou bien elle est fausse? D'ailleurs, elle est fausse. Dans le cas d'une synapse chimique, normalement, on a la transmission, ce qui se fait grâce au neurotransmetteur. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'évaluation, c'est-à-dire le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, c'est un exercice simple ici qui va nous permettre de fixer un certain nombre de notions ou bien de notions que nous avons vues dans le cours. Donc, en vous basant sur vos connaissances et sur le graphe suivant, complétez le tableau ci-dessous. Donc, pour le verbe de consigne ici, c'est compléter. Qu'est-ce que ça veut dire compléter? C'est remplir des trous, un tableau, compléter un dessin, par exemple, légender, compléter, par exemple, un schéma de synthèse, etc. Donc ici, nous avons la variation de la DDP en fonction de temps et nous avons l'interfact de stimulation, c'est-à-dire de T0 à T1, c'est avant l'excitation et après T1, c'est après l'excitation. Et on a l'enregistrement de ce qu'on appelle un potentiel d'action qui est dans ce cas monophasique. Donc la question c'est de compléter ou bien de remplir le tableau suivant en se basant bien sûr sur le document qui représente le potentiel d'action. Donc on va essayer de mettre en évidence les structures membranaires mises en jeu dans chaque période et les mouvements ioniques
et aussi le nom de la phase. Donc, de T0 à T1, même si on n'a pas ici, donc avant l'excitation, ça représente le potentiel de repos, ou bien ce qu'on appelle le potentiel de membrane. Après excitation, nous avons ici toujours le potentiel de repos. Pourquoi? C'est-à-dire c'est le temps de latence, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que l'excitation arrive au niveau de l'électrode réceptrice. Et après l'électrode, lorsque l'influx nerveux arrive au niveau de l'électrode réceptrice, donc on aura maintenant une variation de la DDP qui représente dans ce cas ce qu'on appelle la dépolarisation, la phase de la dépolarisation. Ensuite, lorsque l'onde ou bien l'influx nerveux quitte l'électrode réceptrice, on aura ce qu'on appelle la repolarisation. Et pendant cette période, on assiste à ce qu'on appelle une hyperpolarisation et puis retour à l'état initial, c'est-à-dire le potentiel de repos. Donc, pour la période, bien la phase T1, T2, donc les structures membranaires mises en jeu, ce sont, c'est-à-dire au niveau de la membrane de la fibre nerveuse, ce sont les pompes Na+, K+. Et aussi nous avons les canaux qui permettent la diffusion simple de Na+ et K+. Le mouvement des ions, on a ici l'entrée de Na+, et ici on a la sortie de la sortie de K+. Donc le nom de la phase, de la première phase ici, c'est la dépolarisation. Ici, c'est la repolarisation. Les structures membranaires mises en jeu, ce sont les canaux, voltage dépendant Na+, ce qui va permettre l'entrée de Na+, et le mouvement ionique, on a toujours Na+, qui rentre, c'est-à-dire du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Le nom de la phase, c'est la dépolarisation. T3, T4, donc c'est la repolarisation. Donc ce sont les canaux voltage dépendants K+, et le mouvement des ions, c'est-à-dire K+, passe du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc c'est la repolarisation. L'hyperpolarisation, il est dû à une sortie toujours modérée du K+. Et donc, toujours, ce sont les canaux voltage dépendants à K+. Et pendant la dernière phase, c'est-à-dire T4 après T5, donc on aura retour à l'état initial, c'est-à-dire toujours c'est le potentiel de repos. Donc, je vous laisse le soin de prendre ça. On passe maintenant à un autre exercice. C'est un exercice type de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Comme vous le savez toujours, il débute par poser un problème scientifique auquel on cherche la réponse. Donc, pour répondre par exemple à ce problème scientifique, on va suivre une démarche scientifique. Généralement, c'est la démarche d'investigation. Donc, pour mettre en évidence quelques aspects de mécanisme et de fonctionnement du système nerveux, les études suivantes ont été réalisées. Donc, le document 1 ci-dessous représente la variation de la perméabilité de la membrane de la fibre nerveuse aux ions Na+ et K+ suite à l'application d'une excitation efficace. Donc, la question: décrivez la variation de la perméabilité de la fibre nerveuse observée dans le document 1 pour les ions Na+ et K+ au moment d'un potentiel d'action. Donc le verbe de consigne ici, c'est d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire?
D'écrire, on dit ce que l'on voit sur le document. C'est-à-dire, juste, je vais écrire ce que je vois sur le document. Et si nous avons des courbes, je vais les décrire. Ou bien sur une photo, sur une carte, etc. On fait une description d'un phénomène. Et il faut mentionner les valeurs. Dans ce cas, j'ai des valeurs uniquement au niveau de l'axe des abscisses. Et pour la perméabilité, par exemple, c'est en unité arbitraire. Donc, on n'a pas mentionné de valeur. Donc, je vais essayer toujours de mentionner les valeurs sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire le temps en millisecondes. Par exemple, je commence par la variation de la perméabilité des ions Na+. Comme vous le voyez, nous avons ici une augmentation rapide de la perméabilité de la membrane de la fibre nerveuse vis-à-vis des ions Na+. Et cette augmentation, elle a duré combien? Elle a duré 1 milliseconde. Surtout, l'augmentation rapide, on l'a presque dans une période de 0,5 millisecondes. Ensuite, nous avons une diminution aussi rapide qui a duré environ 1 à 1,5 millisecondes. Pour les ions K+, nous avons une augmentation lente. Augmentation lente qui a duré environ 1,5 millisecondes. Et une baisse aussi qui est très lente et qui a duré environ 2,5 millisecondes. Voilà, je décris tout simplement ce que je vois. Donc la réponse, au cours de potentiel d'action, l'excitation est accompagnée d'une augmentation rapide, 1 milliseconde, de la perméabilité pour Na+, suivie par une augmentation lente qui a duré environ 1,5 millisecondes pour la perméabilité de K+. Diminution rapide de la perméabilité pour Na+, suivie par une diminution lente pour celle de K+, qui a duré 2,5 millisecondes. Pour mettre en évidence les structures responsables des échanges ioniques liés au potentiel d'action, plusieurs expériences ont été réalisées. On excite la fibre nerveuse, puis on observe la concentration interne de Na+ et K+ dans les conditions suivantes. Donc, nous avons ici 3 conditions. Donc, la figure 1 représente l'état normal, c'est-à-dire fibre nerveuse dans les conditions normales. La figure 2, on ajoute une substance TDT, tétrodotoxine, en quantité minime à l'extérieur de la fibre. Voilà le résultat, il est représenté par la figure 2. Et dans un troisième temps, on injecte dans la fibre nerveuse une autre matière qui est la TA, tétraéthylammonium. Et le résultat est représenté par la figure 3. La question, comparer les courbes de chacune des deux figures 2 et 3 avec celle de la figure 1, puis déduisez l'influence de TDT et TEA sur les échanges ioniques à travers la membrane de la fibre nerveuse. Donc ici nous avons deux verbes de consigne, le verbe comparer et déduisez. Donc c'est une question qui est complexe. Comparer, c'est rechercher les ressemblances et les différences de deux faits ou deux phénomènes en se référant à des critères bien définis. Donc la question c'est de comparer les variations qu'on a au niveau de la figure 2 avec la figure 1, c'est-à-dire dans les conditions normales. Et dans un deuxième temps, on va comparer les résultats obtenus dans la figure 3, toujours avec les courbes de référence ici qui représentent l'état normal. Deuxième verbe, c'est déduire. Déduire, c'est tirer des conclusions, des conséquences logiques, des relations à partir de résultats ou de données
explicite. C'est-à-dire, on cherche l'implicite au sein de l'explicite. Donc, on va commencer. Donc, pour la figure 1 d'abord, avant de comparer, je vais décrire un petit peu ce qu'on a dans les conditions normales. Donc, dans les conditions normales, suite à l'excitation, donc là, c'est le moment de l'excitation, je vais le représenter. Donc, au moment de l'excitation, voilà les variations qu'on a, que ce soit pour K ou bien pour Na+. Et ici, c'est la concentration interne. On dose la concentration interne. Donc, on note ici, suite à l'excitation, nous avons une augmentation rapide de la concentration interne de Na+. Ça veut dire quoi? Maintenant, je vais déduire. Ça veut dire qu'on a l'entrée de Na+, de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et pour K+, suite à l'excitation, je note une diminution de K+ interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la sortie de K+ vers le milieu extracellulaire. Et après le potentiel d'action, on aura toujours retour des concentrations à leur état initiaux. Donc, à l'état normal, l'excitation entraîne l'augmentation de la concentration interne de Na+, entrée massive de Na+ vers le cytoplasme, et la diminution de la concentration de K+, c'est-à-dire qu'on a une sortie de K+. Enfin, retour des concentrations à leur état initiaux. Pour la deuxième figure maintenant, que je vais comparer avec la première, donc pour Na+, aucune variation, c'est-à-dire qu'on a stabilité de la concentration interne en Na+, même après l'excitation. Alors que pour la courbe qui représente la variation de la concentration interne de K+, elle est la même que la courbe de référence qu'on a dans la figure 1. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais déduire? Je vais déduire qu'on n'a pas de flux ionique de Na+, de milieu externe vers le milieu intérieur. Donc, je vais déduire maintenant la cause, je cherche la cause, c'est la présence de TdT. Donc, TdT, elle a entraîné quoi? Elle a entraîné la fermeture des canaux tensiodépendants Na+. Donc, en présence de TdT, l'excitation provoque la diminution du K+ dans le cytoplasme, c'est-à-dire qu'on a sorti de K+, et pour Na+, sa concentration, elle est stable, même après l'excitation. Ce qui montre que TdT bloque l'ouverture des canaux voltage dépendants de Na+, et empêche son entrée vers le cytoplasme. Maintenant, en présence de TEA, on a la chose suivante. Donc, après excitation, pas de variation pour la concentration de K+, et on a la même chose pour Na+, que dans les conditions normales. C'est-à-dire qu'on a ici augmentation de la concentration interne de Na+, ce qui veut dire qu'on a une entrée de Na+, de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Alors que la stabilité du K+, s'explique par, donc on peut déduire que ceci est dû au blocage des canaux voltage dépendant K+, par la substance ajoutée qui est TEA. Donc, en présence de TEA, l'excitation permet l'élévation de la concentration de Na+ dans le cytoplasme suite à son entrée, puis la sortie à l'extérieur.
c'est-à-dire retour à l'état initial. Pour K+, sa concentration est stable. On conclut que TEA inhibe l'ouverture des canaux voltage ou bien tension dépendant de K+, et bloque sa sortie vers le milieu extracellulaire. Donc, pour savoir maintenant l'effet de certaines substances chimiques au niveau de la zone de communication entre deux neurones, c'est-à-dire synapses, on réalise des expériences sur 3 synapses différentes. Donc, on injecte à chaque fois une substance chimique dans l'espace synaptique. À l'aide d'un oscilloscope, on enregistre les phénomènes électriques de neurones post-synaptiques. Donc, les résultats obtenus sont enregistrés dans le tableau de document 3. Donc, voilà les résultats. La question, en exploitant les données de document 3 et en vous basant sur vos connaissances, expliquez les résultats des 3 enregistrements obtenus. Voici. Puis déduisez les types de synapses mis en évidence dans cette expérience. Donc, les verbes de consigne qu'on a ici, on a exploité, expliquer et déduisez. Donc déduisez, on l'a déjà vu. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire exploiter. Exploiter, c'est faire une analyse, c'est analyser. C'est-à-dire décomposer un ensemble en 6 éléments constitutifs et déterminer les rapports entre ces éléments. Donc on essaie généralement de décortiquer le document, savoir ces éléments, classer les éléments importants, éliminer les éléments par exemple qui ne sont pas importants et essayer de trouver les relations qu'on a entre ces différentes composantes ou bien entre ces différents éléments. Pour le deuxième verbe de consigne, expliquer, c'est rendre clair et compréhensible un fait, un phénomène, un concept en exposant les causes ou les mécanismes de phénomènes étudiés. Donc j'ai une conséquence, je vais essayer de chercher la cause de cette conséquence. À quoi est due cette conséquence? Donc on va commencer par l'exploitation. Donc on va exploiter le premier enregistrement. Donc on a ajouté au niveau de la fonte synaptique, on a ajouté l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un médiateur chimique, c'est un neurotransmetteur, c'est un neuromédiateur. Donc avant l'excitation, nous avons un potentiel de repos, moins 70 mV, et après excitation, on a l'enregistrement d'un potentiel d'action post-synaptique, c'est-à-dire un PPSE, potentiel d'action post-synaptique excitateur. Pour la deuxième expérience, nous avons ici le GABA. C'est un médiateur aussi chimique. Donc, suite à l'excitation, c'est-à-dire après le potentiel de repos, nous avons enregistré ici, au lieu d'enregistrer un potentiel d'action, nous avons une hyperpolarisation. Et qui dit hyperpolarisation dit inhibition. Donc, il s'agit ici d'une synapse inhibitrice. Une synapse inhibitrice. Donc, nous avons ici un potentiel d'action inhibiteur. Maintenant, dans la troisième expérience, on a ajouté, en plus de l'acétylcholine de la première expérience, on a ajouté le curare. Le curare, c'est un anesthésique et l'acétylcholine, c'est un médiateur chimique. Et on a enregistré seulement le potentiel de repos, c'est-à-dire on note l'absence de potentiel d'action. On n'a pas de potentiel post-synaptique. Donc ici, le curare joue le rôle d'un élément compétitif pour l'acétylcholine. On parle de la transmission compétitive. Donc, en utilisant l'acétylcholine, on obtient un enregistrement, un potentiel de repos, suivi par un potentiel d'action qui est monophasique. Donc, l'utilisation du GABA
médiateur chimique aboutit à l'enregistrement d'une hyperpolarisation après le potentiel de repos. Et l'utilisation simultanée du curare et de l'acétylcholine permet l'enregistrement de potentiel de repos uniquement. C'est-à-dire on note l'absence de potentiel d'action. On passe maintenant à l'explication et la nature des synapses, qu'on a déjà mis en évidence. Donc pour synapse 1, liaison de l'acétylcholine avec ses récepteurs permet l'entrée de Na+, et la sortie du K+, ce qui donne naissance à un potentiel d'action postsynaptique. Donc c'est une synapse excitatrice. Synapse 2, le GABA bloque l'entrée de Na+, permettant ainsi une hyperpolarisation suite à la sortie de K+. Donc on aura, ici il s'agit d'une synapse inhibitrice. Donc pour la synapse 3, le curare se fixe sur les récepteurs de l'acétylcholine et bloque sa fixation sur ces récepteurs spécifiques au niveau de la membrane de la cellule postsynaptique et inhibe aussi l'apparition de potentiel d'action. Il s'agit d'une inhibition compétitive. Le curare représente dans ce cas un inhibiteur compétitif de l'acétylcholine. Donc le document 4 représente 5 étapes non classées par ordre, chronologique bien sûr, de mécanismes de la communication entre les neurones, phénomène de la transmission synaptique. Donc nous avons 5 étapes en désordre. La question, en vous basant sur les résultats précédents et sur vos connaissances, classez les étapes du document 4 par ordre chronologique, c'est-à-dire le temps, et déduisez les différentes étapes de mécanisme de la transmission synaptique. C'est-à-dire on va essayer de déduire à partir de ces schémas le mécanisme de la transmission synaptique. Comme vous le voyez, nous avons ici deux verbes de consigne, le verbe classer et le verbe déduire. Classer, c'est ranger des éléments ou des phénomènes dans l'ordre ou la manière indiquée dans la question par la consigne. Exemple, classé par ordre chronologique, classé par ordre croissant, etc., décroissant, etc. Pour déduire, on a déjà vu. Donc, on va essayer de classer ces phénomènes par ordre chronologique. Donc, ils sont déjà classés ici. Donc, le premier c'est 2, deuxième c'est le 3 et le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, l'ordre chronologique c'est 2, 3, 1, 5 et 4. Maintenant, on passe au mécanisme, le deuxième volet de cette question. Donc, la première étape ici, comme vous le voyez, la synapse elle est en état de repos, pas d'influx nerveux. Le neurotransmetteur il est toujours stocké au niveau des vésicules dans le bouton présynaptique. Donc la synapse est en état de repos. Maintenant, la deuxième étape, c'est la figure 3. Comme vous le voyez ici, nous avons l'arrivée d'un message nerveux, bien d'un influx nerveux ou bien un potentiel d'action. Donc ce potentiel d'action, il a entraîné quoi au niveau de la membrane présynaptique? Il a entraîné l'ouverture des canaux CA2+. Et donc CA2+, il va activer les vésicules à se fusionner avec la membrane présynaptique, ce qui va permettre la libération de neurotransmetteurs. La troisième étape, c'est la figure 1. Donc, on aura libération de neurotransmetteurs au niveau de la fente synaptique par le phénomène d'exocytose. La quatrième étape, elle est représentée ici par la figure 5. Donc, le neurotransmetteur, il va se fixer sur ces récepteurs spécifiques au niveau de la membrane postsynaptique, ce qui va permettre
l'entrée de Na+, de milieu extracellulaire vers le cytoplasme de deuxième neurone, c'est-à-dire le neurone post-synaptique. Et donc, on aura par la suite naissance d'un potentiel d'action qui est ici le PPSE. La dernière étape, donc après naissance de potentiel postsynaptique, donc on aura l'intervention des enzymes ici au niveau de la fente synaptique qui vont dégrader le neurotransmetteur libéré de ces sites de fixation et on aura l'entrée de ces fragments de neurotransmetteurs vers le cytoplasme de neurones présynaptiques qui sera stocké toujours au niveau des vésicules et en attente d'un deuxième potentiel d'action. Donc je vous laisse le soin de prendre ça. Ainsi prend fin ma séquence d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez pu acquérir un certain nombre de capacités, d'habilités, surtout utilisées en matière d'évaluation, en matière de sciences de la vie et de la Terre. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.